je suis Serge Kovnator. J'ai le plaisir ce soir de discuter avec Michel Ganinier, chef de service de cardiologie à Toulouse, spécialiste de l'insuffisance cardiaque. Alors Michel, les résultats récents d'Emperor Reduce ont marqué l'ESC. C'est une nouvelle pierre, je dirais, dans le jardin des inhibiteurs de SGLT2 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chez les diabétiques et chez les non-diabétiques. Rappelons qu'aujourd'hui, on n'a pas d'indication en France pour les utiliser chez l'insuffisant cardiaque spécifiquement. Mais est-ce qu'on peut anticiper et quelle serait leur place dans l'arsenal thérapeutique dont on dispose dans l'insuffisance cardiaque? Serge, les résultats de l'étude Emperor Reduced associés aux résultats antérieurs de DAPA-HF sont tout à fait concordants, démontrent un effet de classe des inhibiteurs SGLT2 qui vont maintenant faire partie de l'arsenal thérapeutique à disposition dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, et ils rejoignent les IEC, les ARA2 et l'association sacubitril/valsartan, les bêta-bloquants et les ARM, parmi les agents qui diminuent la morbimortalité de cette pathologie très sévère. Et il faudra donc les inclure dans l'arsenal thérapeutique de nos patients. Comme les deux études ont été réalisées chez des patients qui étaient bien traités, comportant toujours un blocage des réanigiotensine du système sympathique et des ARM, il faudra en règle générale les donner en deuxième intention chez ceux qui demeurent symptomatiques en stade 2, que 70% des patients étaient en stade 2 dans ces études, malgré la trithérapie que je viens de décrire. Par contre, chez les patients diabétiques de type 2, on pourra les utiliser en première intention, y compris et même peut-être surtout chez les insuffisants cardiaques, ce que nous disent les recommandations antérieures sur le diabète. Est-ce qu'on peut quand même tenter de hiérarchiser leur place? À quel moment on va les introduire? Est-ce qu'il faut le faire d'emblée? Est-ce qu'il faut taper fort d'emblée? Ou est-ce qu'on utilise les autres auparavant? Pour l'instant, en dehors des patients diabétiques type 2, où il faudra les utiliser d'emblée, chez les patients insuffisants cardiaques à fraction réduite non diabétiques, nous n'avons pas d'argument pour les utiliser d'emblée, puisque dans les études d'APA-HF et Emperor Reduced, tous les patients, moins 80-90%, étaient sous un blocage du système réanigiotensine par IECRA2 ou sacubitril/valsartan. 90% étaient sous bêta-bloquants et un nombre considérable, 75%, sous antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes. Donc, il faudra utiliser le schéma qui a été fait dans ces études et les mettre en deuxième intention. Mais il ne faudra pas attendre trop longtemps au vu de leurs bénéfices et surtout de leur bonne tolérance. Alors, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, on est resté pendant très longtemps sur des bases, je vais dire, un peu anciennes. Et puis, on voit les dernières années apparaître de nouveaux traitements. Je pense notamment au sacubitril/valsartan. Est-ce qu'on a des données dans cette étude ou dans DAPA-HF sur l'effet des inhibiteurs de SGLT2 chez les patients traités par sacubitril/valsartan? C'est une excellente question parce que ces deux molécules ont un impact sur le tubule contourné proximal, heureusement par des mécanismes d'action fort différents, mais on pouvait craindre qu'il y ait une interaction entre ces deux classes thérapeutiques et on a été particulièrement attentif à ces coprescriptions. 10% de patients sous DAPA-HF, 20% d'Emperor Reduced sont sous sacubitril/valsartan et reçoivent du placebo ou une glyphosine. Dans DAPA-HF, l'effet bénéfique de la dapagliflozine était identique chez les patients qui disaient ou non du sacubitril/valsartan, et encore mieux, dans Emperor Reduced, l'effet bénéfique de l'empagliflozine est plus marqué chez les patients sous sacubitril/valsartan que chez les patients traités par IEC ou ARA2. Donc il y a une action peut-être même synergique de ces deux classes thérapeutiques. Ouais, c'est particulièrement intéressant. Autre question, toujours dans ce contexte de notre stratégie thérapeutique, de notre arsenal thérapeutique, on a évoqué un effet diurétique des inhibiteurs de SGLT2, ce qui mériterait d'être confirmé, mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre néanmoins sur, par exemple, l'utilisation du furosémide chez les patients insuffisants cardiaques?
chez lesquels on envisage un traitement par inhibiteur de SGLT2. L'effet diurétique ne résume pas le bénéfice des inhibiteurs SGLT2, mais en bloquant la réabsorption du glucose, incontestablement, il existe quand même un effet diurétique de ces produits à côté de leur action myocardique. Et donc, chez les patients qui sont peut-être les plus fragiles, il faudra faire attention en prescrivant un diurétique proximal qui est la glyphosine, associé souvent au sacubitril valsartan, qui est déjà une action diurétique proximale, à un diurétique de lance, parce que le patient sera sous furosémide, à un antagoniste récepteur minéralocorticoïde qui a une action sur le tubule contourné distal. Il y a déjà 4 diurétiques, et donc il ne faudra pas générer d'hypovolémie. Donc peut-être qu'il faudra diminuer chez les patients les plus stables la posologie de furosémide, comme on le fait déjà quand on introduit du sacubitril valsartan. Et chez les autres, il faudra les revoir relativement rapidement pour être certain de ne pas générer d'hypovolémie. Quelque chose qui sera relativement rare en médecine ambulatoire, mais peut-être plus fréquent chez les patients hospitalisés. Il n'était pas le profil d'utilisation de ces agents dans DAPA-HF et dans l'étude Emperor, c'était des patients qui n'étaient pas en cours d'hospitalisation. Au début, on va certainement avoir envie, nous hospitaliers, d'utiliser ces médicaments précocement en phase de décompensation. Et c'est là où on a des patients qui ont des volémies variables. Il faudra faire particulièrement attention. Et alors, ça m'amène une autre question. On a vu le bénéfice dans l'insuffisance cardiaque, on a vu dans ces études, un bénéfice chez l'insuffisant rénal. Et là, on est chez finalement les mêmes patients, quoi. Tu as raison, les cardiologues et les néphrologues, c'est pratiquement le même combat. 40 à 50% de nos patients ont une altération de la fonction rénale, et ce qui améliore le rein améliore le cœur, et vice-versa. Donc, on savait chez les patients diabétiques déjà que les glyphosines avaient un effet néphroprotecteur à côté de leur action cardioprotectrice. Et une étude qui est également présentée à l'ESC, l'étude DAPA-CKD, vient de démontrer un effet néphroprotecteur de la dapagliflozine, que les patients, soient diabétiques ou non diabétiques, du moins qu'ils ont une altération de la fonction rénale préexistante. Donc, c'est un double effet bénéfique. Ça va peut-être rompre le cercle vicieux cardio-rénal. C'est une thérapeutique qui peut devenir essentielle dans ce contexte. Oui, d'autant que, si je ne me trompe pas, dans Emperor Reduce, les patients pouvaient être inclus même avec des fonctions rénales très altérées. Donc c'est réellement un effet tout à fait prometteur. Un effet prometteur et un effet qui nous éloigne de nos amis diabétologues, qui eux pour l'instant pensent qu'il ne faut les prescrire chez les patients qui ont une fonction rénale, parce que l'hypoglycémie est moindre en cas d'altération de la fonction rénale, et c'est rassurant que l'étude DAPA-CKD ait montré un bénéfice, que la déclérance de 25 minutes par minute, et la clairance qu'on rencontre souvent en cardiologie. Donc, dans Emperor Reduced, on pouvait utiliser l'empagliflozine jusqu'à l'éclairance inférieure à 20. Donc, chez nous, chez nous, les spécialistes d'insuffisance cardiaque, ça nous rassure sur l'utilisation de ces produits, sur leur tolérance. Alors, oui, ça nous, juste reprendre un truc, ça ne nous éloigne pas de nos amis diabétologues. Au contraire, je crois que ces études nous rapprochent les uns des autres. Ça nous rapproche, sauf dans les indications et les prescriptions, parce qu'actuellement, les cardiologues français ne peuvent prescrire la dapagliflozine, puisque l'empagliflozine n'est pas encore utilisable facilement, que chez les patients diabétiques. Les diabétologues refusent de prescrire chez les étudiants cardiaques diabétiques ont une clairance basse, et là, par contre, je crois qu'ils ont tort, au vu du bénéfice de DAPA-CKD, au vu des 2 études que nous procédons chez les étudiants cardiaques. Et donc, je pense qu'il faudra, premièrement, que nous, cardiologues, nous ayons le droit de prescrire le plus rapidement possible ces molécules qui sauvent des vies chez nous, comme chez les diabétiques d'ailleurs, et qu'on puisse s'autonomiser de nos amis diabétologues, bien que va y travailler, bien sûr, en étroite relation avec eux. Merci Michel. Je crois qu'on ne peut qu'abonder l'un et l'autre vers nos autorités pour qu'elles nous autorisent le plus vite possible à utiliser les glyphosines chez l'insuffisant cardiaque, notamment après Emperor Reduce. Ça fait quand même
deux très belles études qui nous amènent ça. Et puis, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en rediscuter et de revoir notre pratique à la lumière des expériences que des groupes comme le vôtre vont avoir certainement. Merci, à très bientôt. Merci Serge.